Nous nous retrouvons aujourd'hui, nous avons été très ambitieux, nous nous retrouvons autour de Frédéric Pottier et de Yanis Roder pour parler de deux ouvrages qu'ils ont publiés il y a quelque temps, juste avant le confinement. Je suis ravi de les recevoir. Ils vont se présenter l'un après l'autre et dans un premier temps, je vais être ravi de recevoir Frédéric Pottier, qui doit très certainement ne pas être très loin. Et voilà. Alors, pardon, mais il arrive. Il est là, Frédéric, formidable. La Salut technique. Jackie, Comment ça va, Frédéric? écoute, ça va bien. Je suis au bureau à la DILCRA. Voilà. Alors justement, la première question, Frédéric, qu'on a pris l'habitude de poser à nos interlocuteurs, c'est comment se passe cette période de confinement, toi qui es à la fois un père de famille et en même temps préfet en charge de la DILCRA. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoute, c'est comme pour tout le monde, un peu compliqué parce qu'il faut gérer avec beaucoup de choses à la fois. Évidemment, on a tous nos charges de famille. Moi, j'ai un petit garçon de 8 ans et une petite fille de 5 ans, donc je m'en occupe beaucoup. Et une femme qui travaille chez Médecins du Monde, donc il faut aussi que j'arrive à tout concilier. Mais comme tous mes collaborateurs, on n'a pas complètement abandonné évidemment nos travaux, nos réflexions, nos actions. Et c'est vrai que comme le mémorial, comme vous, comme toutes les équipes de beaucoup d'associations, on a gardé une grosse activité numérique. Donc on continue à combattre la haine en ligne, on va en parler. On continue aussi à faire la promotion d'un certain nombre de documents, de vidéos, de feuilletons pour faire en sorte que eh bien, les autres virus, que sont le racisme et l'antisémitisme et la haine en général, restent combattus pendant cette période de confinement. Absolument. Alors, on va en parler. Donc, on te reçoit pour parler d'un ouvrage qui s'appelle La matrice de la haine, qui est sorti au début du mois de mars aux éditions de l'Observatoire avec la Fondation Jean Jaurès. Est-ce que, exactement, il faut le montrer. Il est là aussi. Voilà. Et donc, il faut d'ailleurs dire que tous les droits reviennent au mémorial de la Shoah. Donc, on est d'autant plus ravis de faire la promotion de cet ouvrage. Mais plus, pourquoi cette nécessité d'écrire un livre? Tu es arrivé à la tête de la DILCRA en 2017, donc on peut dire que tu as 2 ans et demi d'activité et d'expérience. Pourquoi cette volonté, alors que tu es encore en poste, que tu n'écris pas tes mémoires, cette volonté tout d'un coup de recentrer un peu ce combat? Eh bien, tout simplement parce qu'on a besoin aussi de mettre des mots sur nos actions, on a aussi besoin de penser nos stratégies, on a aussi besoin d'expliquer. Moi, je suis assez frappé quand je me déplace dans des écoles, dans des lycées, ou quand je fais des conférences publiques. Souvent, les gens me disent c'est bien, il faut combattre le mal, il faut combattre la haine, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce livre répond à ça. Ce livre explique ce que fait l'État, ce que font aussi les associations, nos partenaires, les lieux de mémoire. Et je salue cette initiative du Mémorial de la Shoah d'aujourd'hui, eh bien, d'expliquer tout ce qu'on fait en direction des jeunes, d'expliquer que on crée des sites internet pour les professeurs, expliquer qu'on va dans toutes les écoles de police, qu'on va dans toutes les écoles de gendarmerie, d'expliquer aussi pourquoi on combat la haine anti-LGBT, pourquoi il faut combattre l'homophobie, pourquoi il faut combattre la transphobie. Et tous ces combats, ce ne sont pas des combats communautaires ou communautaristes. On le Alors, fait au nom d'idéaux qui nous sont communs. voilà, tu insistes là-dessus, à savoir que tu réaffirmes quelque chose de très simple, mais qui a l'air tout à fait d'avoir disparu du champ politique, c'est-à-dire que le droit à la différence, le droit à la tolérance est un droit fondamental dans une démocratie. On a l'impression quand même qu'on part de très loin si c'est nécessaire de réaffirmer une chose aussi basique. Je crois qu'on a toujours besoin de réaffirmer les fondamentaux. Derrière moi, vous pouvez peut-être apercevoir une affiche de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je pense qu'on a toujours besoin d'expliquer quels sont nos idéaux, quelles sont nos valeurs, quels sont nos principes. Mais encore plus difficile, c'est d'expliquer comment on essaye d'atteindre ces idéaux. C'est vrai que quand on parle beaucoup de liberté, de fraternité, d'égalité, on a l'impression que ce sont des grands mots abstraits.
et que finalement la réalité serait toujours décevante parce qu'on n'arriverait jamais à atteindre ces objectifs. Et donc moi, ce que j'ai voulu expliquer, c'est que ce beau programme républicain, ce beau programme démocratique, eh bien, il ne faut pas l'abandonner au prétexte qu'on n'y serait pas encore. Et qu'il ne fallait pas jeter la démocratie avec l'eau du bain, qu'il ne fallait pas céder aux tentations autoritaires. Et moi qui suis un amoureux de la République, un amoureux de la démocratie, j'ai eu besoin, j'ai eu envie de l'écrire parce que je considérais qu'il y avait dans les médias une petite musique qui, de manière très pernicieuse, faisait l'apologie de l'autoritarisme, des gouvernements antilibéraux, qui s'amusait à dénoncer aussi le droit de l'homisme. Et moi, je pense qu'il faut être très, très fier de défendre les droits de l'homme. Je pense qu'il faut être très, très fier de défendre le progrès, qu'il faut être très, très fier de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Et on ne va pas s'excuser de le faire. Donc moi, voilà, j'ai eu besoin d'écrire aussi ce cri du cœur à un moment où, après 3 ans passés à la DILCRA, je considérais avoir quand même bien saisi les enjeux actuels. Et on entend souvent comme une petite musique de fond que les pouvoirs publics n'ont pas véritablement pris conscience, que les hommes politiques n'ont pas pris conscience du niveau du racisme, de l'antisémitisme, qu'ils ne font pas suffisamment. Ce livre, c'est un peu une réponse aussi quand même pour dire qu'il y a des choses qui sont faites. Oui, c'est aussi ça. Moi, je crois que l'État a bien sûr pris conscience de l'ampleur de toutes ces là. Quand vous regardez tous les discours publics, que ce soit le président de la République, le Premier ministre, les ministres de l'Intérieur successifs, vous avez des déclarations officielles extrêmement fortes sur la condamnation et du racisme et de l'antisémitisme et de l'homophobie. Et que je pense que tout le monde est parfaitement conscient des inquiétudes, tout le monde est parfaitement conscient de l'insécurité pour certaines familles. Et donc, je crois qu'au-delà de cette prise de conscience, ce que j'ai voulu expliquer, c'est comment on avait essayé d'y répondre. Et la DILCRA, la délégation interministérielle que moi j'ai l'honneur de présider, eh bien, c'est une forme de réponse. C'est une délégation qui a été créée en 2012, qui a eu des moyens très renforcés à partir de 2014 avec mon prédécesseur Gilles Lavol, que je salue au passage. Et donc aujourd'hui, cette petite équipe qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, eh bien, c'est quelque chose d'assez inédit en Europe. On n'a Alors, aucun équivalent, on n'a aucun justement, oui, oui. en direct. Est-ce que la recette française, elle est véritablement unique par rapport à ce que tu connais de ce qui se fait ailleurs? Oui, elle est très originale. Ce qui existe de plus proche, c'est en Allemagne, où mon homologue Félix Klein, qui est délégué fédéral à la lutte contre l'antisémitisme, essaye d'ailleurs un peu de, pas de copier, mais de s'inspirer de ce qu'on fait, avec un conseil scientifique, avec des axes de formation, avec des programmes éducatifs. Mais lui, il est sur un segment très précis qui est la lutte contre l'antisémitisme. Et d'ailleurs, avec les récents attentats en Allemagne, avec les suprémacistes blancs qui se sont attaqués à la fois une synagogue et à la fois à des cafés turcs, eh bien, on voit bien que ce sont deux haines qui sont complètement mêlées. Et du côté allemand, il y a vraiment cette réflexion de se dire que finalement, il faudrait peut-être aller jusqu'au bout et rattacher aussi la lutte contre le racisme à la lutte contre l'antisémitisme. Et donc, on reçoit en ce moment, enfin, en ce moment, pas en ce moment, mais avant la période de confinement, on recevait beaucoup de délégations, notamment américaines, anglaises. On reçoit beaucoup d'associations juives, mondiales, européennes, qui viennent regarder ce qu'on fait. Et je ne suis pas, moi, évidemment, sûr que tout ce qu'on fait est absolument, totalement efficace. Mais en tout cas, je suis assez persuadé qu'on va dans le bon sens. Et pourquoi on a ce sentiment dans le grand public parfois que finalement notre politique elle est un peu en échec parce qu'on n'a pas mis fin à l'antisémitisme comme s'il y avait une recette miracle qui nous permettrait de mettre fin d'un coup à l'antisémitisme? Mais précisément, Jackie, parce qu'il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas de baguette magique. Et celui qui vous dira du haut d'une tribune, je vais éradiquer l'antisémitisme, eh bien, il vous mentira de manière absolument certaine. Parce que c'est des haines profondément ancrées, parce qu'il y a des préjugés très tenaces qui viennent d'ailleurs de très loin. Et moi, je suis assez frappé dans la période actuelle que l'on vit avec le confinement et le virus, de voir ressurgir tout un tas de clichés, de préjugés, des choses directement inspirées du protocole des sages de Sion, qui est donc un pamphlet qui date du début du XXe siècle qui dit que eh bien, des virus, des pestes, etc., ont été diffusés par des savants juifs. Donc tout ça est complètement faux, mais on le voit ressurgir. Et donc moi, je crois que c'est extrêmement important de pouvoir bien redire ce qu'on fait, ce qu'on a mis en place comme programme,
les investissements qu'on a pu faire de manière collective dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et justement ne pas se contenter de déclarations un peu larges, un peu officielles, mais qui ne rentreraient pas dans le concret. Donc moi, ce qui m'intéresse, et ce que j'ai voulu aussi expliquer dans ce livre, c'est pourquoi il était absolument indispensable de donner une priorité à l'action concrète et à l'action au plus près du terrain, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec le mémorial de la Shoah. Et alors, ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu parles beaucoup d'Internet en disant, en gros, que tu t'énerves rarement, mais que sur Internet, tu t'es bien énervé, parce que cette haine qui est diffusée sur Internet, elle est véritablement sans fin et elle est très forte. Et justement, tu parlais des théories du complot, on sait que il y a eu un sondage et que les Français croient à plus de 70% à au moins un complot. Une période comme aujourd'hui, est-ce que à la DILCRA, vous avez vu flamber justement ces théories du complot qui ont tout à fait utilisé le virus parti de Chine en surfant également sur Agnès Buzyn, son mari, donc tout ça teinté d'antisémitisme. Vous l'avez perçu? Nous, dès le départ, on a considéré que le complotisme, c'était un véritable fléau. Et dès que j'ai pris mes fonctions, j'ai mis en place avec l'ami Rudi Reichstad de l'Observatoire du conspirationnisme un certain nombre de programmes, et notamment on avait financé la réalisation d'une quinzaine de petites vidéos de 2 à 4 minutes qui étaient très bien faites parce qu'elles étaient non pas en forme de dessin animé, mais elles étaient crayonnées. Et toute cette petite vidéo visait à démonter une théorie conspirationniste. Donc on a eu une vidéo sur le grand remplacement, on a eu une grande vidéo sur le négationnisme, on a eu une vidéo sur le complot judéo-maçonnique. Et donc, on a essayé de créer des outils pour aller lutter contre ces théories du complot. On l'a fait aussi avec d'autres partenaires, je pense au comité interministériel qui s'occupe de la lutte contre la radicalisation. On l'a fait aussi avec des plateformes du numérique. Et je crois que toutes ces conséquences qui sont liées au conspirationnisme, on ne les a pas encore complètement mesurées. La Fondation Jean Jaurès a fait une grande étude avec l'IFOP qui a justement été faite en 2 vagues. Et on voit bien que ces théories du complot, elles sont quand même très prégnantes maintenant dans la société. Et c'est extrêmement important de les démonter, de les décortiquer, d'expliquer que telle image, ce n'est pas une image réelle, c'est quelque chose qui est sorti par exemple d'un film de Kubrick, que telle image de char d'assaut soi-disant prise dans la région parisienne, eh bien c'est une image d'archive. Expliquer que non, les synagogues ne restent pas toutes complètement ouvertes avec des cérémonies religieuses, alors qu'on est tous en confinement. Donc c'est cet effort collectif qu'il faut qu'on pousse, qu'on mène, avec d'autres. Hein. Nous, on ne prétend pas tout faire, évidemment, mais c'est vrai que c'est un enjeu, à mon avis, extrêmement important, d'autant plus dans une période où eh bien, les fondements démocratiques sont assez fragilisés. Alors, on a une montée de l'antisémitisme en France et en même temps un arsenal législatif qui se renforce pour lutter contre l'antisémitisme. Et tu as été parmi ceux qui ont défendu l'idée qu'aujourd'hui, en tous les cas, une certaine haine d'Israël devenait une nouvelle forme d'antisémitisme. Oui, absolument. Alors, on n'est pas les seuls d'ailleurs. Hein. Ça vient d'un travail international avec l'IHRA, qui est une instance qui donc travaille sur la mémoire de la Shoah à l'international. Et donc, il y a une définition qui vise à rappeler que l'antisémitisme pouvait être aussi contenu dans une forme d'antisionisme. Et quand je dis antisionisme, en fait, plus précisément dans cette définition de l'IHRA, c'est la haine d'Israël. Et on en a eu, je crois, de multiples exemples. Et le plus connu est celui avec Alain Finkielkraut, où Alain Finkielkraut est insulté avec l'expression sale sioniste, retourne chez toi. Il n'est pas insulté en tant que juif, mais on voit bien que c'est ce qu'il y a derrière. Et donc, nous, ce qu'on a cherché à promouvoir, c'est cette définition de l'IHRA qui a été endossée par le président de la République en mars 2019 et qui a fait l'objet d'une résolution parlementaire symbolique à l'Assemblée nationale. Donc, on n'a pas changé le code pénal, on n'a pas modifié nos lois, on n'a pas criminalisé quelque chose qui serait l'antisémitisme. On a simplement dit que le droit actuel, qui vise à l'incitation à la violence et qui dénonce aussi les discriminations ou les incitations à la haine, eh bien, ça peut tout à fait s'appliquer à des propos qui parlent d'antisionisme. Parce que cet antisionisme, c'est souvent le masque de l'antisémitisme. Et il y a
un chapitre intéressant où tu dis quelque part qu'il faut aussi se réapproprier un certain nombre de figures qui ont fait la France, qui ont donné ces valeurs de tolérance et qui ont construit notre pays, en les opposant à des salopards comme Maurras et Cassin. Oui, parce que là encore, Maurras et Céline. Maurras et Céline. Des Cassin à Maurras et Céline, pardon. Absolument, mais j'avais compris le lapsus et le rapprochement. Oui, là encore, moi je trouve qu'il y a une forme de snobisme intellectuel où on fait l'éloge de Céline, on fait l'éloge de Brasillac, on fait l'éloge de Charles Maurras, qui serait un penseur extraordinaire. On publie des recueils complets de leur œuvre. Et moi, je dis tout simplement stop. Ces gens-là, ils ont beau avoir eu du talent, ils ont probablement eu une plume. Moi, j'aime pas, mais bon, on a le droit d'avoir des goûts littéraires différents. Mais simplement, j'ai considéré qu'il y avait là aussi une forme de mode, une forme d'aimer, une forme de mode en faveur d'intellectuels d'extrême droite, racistes, antisémites, homophobes. Et j'ai voulu rappeler qu'on avait en France quelques très 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 belles figures humanistes, dont René Cassin, dont Aimé Césaire, et que ces figures-là, elles n'étaient pas assez promues, il me semblait. Donc Romain Gary, par exemple, a fait son entrée dans la Pléiade l'an dernier, et on en est très content. Je crois que Kessel, c'est aussi prévu. Mais par exemple, ce n'est pas le cas d'Aimé Césaire. Et voilà, moi j'ai considéré qu'il y avait une forme de déséquilibre qu'il fallait corriger. Probablement que c'est en train d'être fait. Mais voilà, c'était tout simplement pour dire qu'on pouvait s'inspirer de grandes figures et qu'il était toujours, à mon avis, indispensable de relire René Cassin, de relire Aimé Césaire. D'ailleurs, Cassin, il a quand même eu le prix Nobel de la paix quand même pour toute son œuvre. Et René Cassin, c'est quoi? C'est un prof de droite, français, juif, qui fait carrière, qui rejoint le général de Gaulle, qui crée un certain nombre d'institutions internationales. Et je pense qu'on devrait en être extrêmement fier de cette figure-là. Et pourtant, c'est pas tellement lui dont on parle de Maurras. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même assez inconvenant, pour pas dire plus. Non, non, je crois que tu as raison. Il y a aussi une autre façon de parler de la République, de la démocratie et de la France, en s'inspirant de grandes figures dont on parle beaucoup moins aujourd'hui. Tu as tout à fait Alors d'abord, pour reprendre le début de ta question, moi je suis extrêmement fier des partenariats qu'on a menés avec le Mémorial, mais avec d'autres aussi. Je pense au Camp d'Émile à Aix-en-Provence, avec le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, avec le musée national d'histoire de l'immigration, avec le camp de Rivesaltes, avec la maison d'Isieux, avec le Mémorial Act à Pointe-à-Pitre sur l'histoire de l'esclavage. Parce que ce combat-là, on ne peut pas le mener tout seul. Ce n'est pas l'État qui, du jour au lendemain, se dit tiens, on va lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la haine et on va distribuer quelques sous. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est simplement une mission de coordination, d'impulsion que nous, on a de par le gouvernement. Et ce combat-là, on ne peut pas le mener seul. Donc voilà, moi je voudrais aussi redire que tous les citoyens qui s'engagent dans les associations et qui vont dans les lieux de mémoire, eh bien, il faut continuer à le faire parce que c'est extrêmement important. Après, le discours que j'ai envie de tenir ou le message que j'ai envie d'adresser, c'est simplement dire qu'on a tous quelque chose à faire. Certes, l'État a sa part de responsabilité à exercer, il est en charge de questions régaliennes, il est en charge de la protection, mais sur ces questions de racisme et d'antisémitisme, on a tous des actions, parfois même modestes, à faire. Ça peut être simplement participer à une conférence, ça peut être donner un peu d'argent, ça peut être emmener une classe, ça peut être accompagner une classe dans un musée, ça peut être tout simplement faire circuler des œuvres, des livres. Et donc, je crois qu'il y a tout un tas d'idées qui sont possibles pour s'engager aujourd'hui aussi avec les réseaux sociaux. Et moi, j'invite tous et toutes à le faire parce que c'est d'autant plus nécessaire. Ok, Frédéric. Écoute, vraiment, merci beaucoup. C'est vrai qu'on avait prévu de te recevoir au Mémorial. On n'a pas pu le faire, mais physiquement, mais on l'a fait grâce à cette petite séquence que nous avons organisée. Yanis Roder, qui devait également intervenir au Mémorial, va également intervenir. Et c'est vrai que dans les actions que nous menons avec la DILCRA,
il y a cette partie formation qui est très importante et que la DILCRA a réussi à obtenir. C'est-à-dire que la DILCRA a réussi à faire intégrer, insérer des modules de formation dans je ne sais plus combien de professions aujourd'hui, que ce soit la police, la gendarmerie, l'armée, les magistrats, parce que la lutte contre l'antisémitisme et le racisme s'organise, y compris avec ces professions. C'est ça, Frédéric, c'était pas naturel? C'était pas complètement naturel, mais on n'a pas eu non plus des résistances extrêmement fortes. C'est-à-dire quand moi je suis allé proposer au ministère de l'Intérieur de faire en sorte que les officiers de gendarmerie viennent se former au mémorial de la Shoah et qu'ils aillent en particulier à Drancy. Voilà, symboliquement, historiquement, c'est quand même extrêmement fort. Et on a eu assez peu de résistance. Ça s'est mis en place assez vite finalement. Le fait que les commissaires de police aillent à la maison d'Isieux, là aussi, symboliquement, c'est très fort. Et je crois qu'ils en sont très contents. Alors, on a essayé de donner une nouvelle ampleur à ce type de formation avec les élèves des IRAS et des instituts régionaux d'administration. Donc, c'est les attachés d'administration qui travaillent dans les préfectures en particulier. Et là encore, on a mis en place ce type de formation et ça donne de très, très bons résultats. Donc, à la fois sortir les fonctionnaires des écoles de formation spécialisées, leur permettre de découvrir des lieux de mémoire extrêmement importants et leur donner accès à des formes de réflexion et des formes aussi de réponse à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Au mois de mars, j'étais justement à Lyon avec l'ami Yanis Roder. Et quand Yanis fait un exposé en tant qu'historien sur l'antisémitisme et ses résonances actuelles, je peux vous assurer que les lieutenants de police, les capitaines de gendarmerie, les magistrats, ils écoutent. Et ils écoutent très attentivement. Et ils voient très très bien de quoi on parle. Et je pense qu'ils en ressortent beaucoup plus riches qu'avant le début de la conférence. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de mettre l'histoire en perspective et de montrer finalement le lien entre le passé et le présent et comprendre les mécanismes. C'est tout à fait le travail du mémorial que nous accomplissons à destination des enseignants et que nous essayons de vulgariser d'une autre manière à toutes ces professions qui ont besoin de comprendre aussi ce qui est en train de se passer, ce qui n'est pas toujours évident. Et c'est vrai que le grand public a peut-être parfois du mal à comprendre que même quand on est gendarme, même quand on est magistrat, on a besoin d'avoir un certain nombre de connaissances historiques un peu plus fouillées pour comprendre ce qui est en train de se passer dans notre environnement. Absolument. Frédéric, merci beaucoup. Et maintenant, je vais rejoindre, si la technique ne me trahit pas, et si j'arrive à ne pas trahir la technique, je vais rejoindre Yanis. Frédéric, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, Jackie. Prends soin de toi et continuons à nous battre contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. Merci à vous et un salut amical à tous ceux qui ont suivi cette discussion. À bientôt. À bientôt, merci.